On a l'immense plaisir de recevoir Séverine Ferrer dans l'invité du dimanche. Bonjour Séverine, comment vas-tu? Eh bien, très bien, ravie d'être là. Alors Séverine, tu sais, dans l'invité du dimanche, on adore recevoir des personnalités au parcours incroyable. Et ça tombe bien parce que c'est ton cas. Bon, c'est gentil, merci. Tu es à la fois comédienne, animatrice, bien sûr. Bon, tout le monde te connaît dans Fan 2 au tout départ, mais depuis, il y a eu plein de choses. Le théâtre, le cinéma, réalisatrice, metteuse en scène. Il y a toujours eu plein de choses. Tu fais plein de choses. Oui, parce que moi, évidemment, mes exemples étaient américains. Donc, même si je suis en France, alors ça a un petit peu évolué aujourd'hui, mais heureusement, mais encore dans les années 90-2000, c'était encore un petit peu compliqué de se disperser, de faire plein de choses en même temps. Et moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne sais pas faire autrement. Et j'avais des exemples qui étaient Shirley Temple, Will Smith, qui tout d'un coup faisait une série, se retrouvait à animer des émissions de télé, et puis des films, et puis faisait un album, et puis faisait des spectacles. Donc, j'ai toujours eu envie de savoir tout faire. Alors, Ne pas être dans des cases. Non, jamais de cases et surtout de faire ce que j'aime. Je suis passionnée, j'ai choisi ce métier et je le compare souvent, très souvent même à un arbre avec plusieurs branches. Et moi, je suis ce petit moineau qui arrive et quand je sens que ça sent un petit peu mauvais d'un côté, je change de branche. Tu sautes. Et finalement, je fais toujours ce que j'aime et ça fait tant d'années maintenant et merci d'ailleurs au public qui est fidèle et qui est toujours là. Mais du coup, je ne m'ennuie jamais et surtout, je continue à faire ce que j'aime quoi qu'il arrive. Pour commencer, on a l'actualité de Séverine en ce moment. Elle est double. Hein. Elle est triple. Elle est quadruple. Voilà, mais je ne vais pas me plaindre après 3 ans de Covid. Oui, c'est ça. Nous, la culture, on a quand même été très impactés. Donc ça reprend, heureusement. Bon, moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est la tournée des années 2000, I Got a Feeling. Alors, je te sens bien parti pour venir faire la fête dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France, à partir du 19 septembre, à Anneville. Dans quelques jours. Et à Paris, déjà complet, hein, au Dôme de Paris, le 4 octobre. Raconte-nous un petit peu cette aventure, là, rapidement. Une aventure de potes. C'est surtout... en fait, on dit, hein, c'est scientifiquement prouvé, je n'invente rien, il nous faut 3 fois 7 années pour éprouver la nostalgie d'une période. Donc on est en plein dans les années 90-2000. C'est ça. Et c'est vrai que tous ces artistes qui seront sur scène avec nous, on a toujours été très proches. Alors c'est marrant parce que souvent on nous dit « Ah mais vous n'avez pas trop morflé, hein, vous êtes encore bien ». Mais en fait on a commencé si jeune. C'est-à-dire que tous ces artistes avaient entre 17 et 20 ans, 23 ans à l'époque où ils ont commencé. Ils sont en pleine bourre encore. Donc finalement on a tous la quarantaine et on se maintient plutôt pas trop mal. On essaie tant bien que mal, bien évidemment. Et c'est vrai que... Pendant ces 25 ans, ça a été vraiment une sorte de grande famille des années 90-2000 et on est toujours tous très très potes et on a continué de garder vraiment de contact, on s'envoie des messages et puis on se retrouve régulièrement soit sur des plateaux, soit sur des concerts et il y avait vraiment cette volonté de tous se retrouver quelques années plus tard avec évidemment la maturité et puis de se retrouver dans une folle aventure, de repartir ensemble comme à l'époque et évidemment I Got a Feeling est arrivé comme une évidence. I Got a Feeling, I Got a Feeling, enfin on le dit comme on veut et c'est vrai que c'était une évidence et alors ce qui est assez surprenant, c'est que justement c'est un spectacle qui est multigénérationnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, les mamans, elles emmenaient leurs petites filles, leurs jeunes adolescentes qui n'étaient pas, qui étaient mineures pour la plupart et qui venaient voir un spectacle. Et aujourd'hui, ces mêmes mamans sont devenues grand-mères, ces jeunes filles sont devenues mamans. Et elles viennent avec leurs enfants. Leurs enfants, un garçon aussi. Il y a beaucoup de garçons aussi dans la salle, il ne faut pas croire. Et c'est assez génial de voir ces 3 générations réunies autour d'un courant musical et des années 90. C'est le cas de ces spectacles. Hein. Les années 80, ça avait fait pareil. Les années 70. On revient à des choses bienveillantes. On vit dans une période qui est très anxiogène. Et je crois qu'on a un vrai besoin de retrouver quelque part ces repères-là. C'est une sorte de booster pour réattaquer. Et alors pendant 3h30, vous allez avoir des surprises, vous allez danser, chanter, et puis inutile d'aller travailler le lendemain, vous n'aurez plus de voix. Alors moi je propose qu'on regarde, parce qu'il y a des artistes incroyables. Tous les artistes emblématiques des années 2000 sont réunis pour eux sur une même scène. Et ce qui est génial, c'est que dans toutes les surprises qu'on vous prépare,
en secret. Voilà. Ces artistes-là se sont rencontrés à plusieurs reprises, se sont retrouvés sur des plateaux, mais n'ont jamais partagé un duo. Et là, ça va être des émotions puisqu'ils vont se retrouver. Et... Helmut Fritz, ah ben, Alizé, ça m'énerve. Le grand retour d'Alizé. Ouais, Nadia, Organize, Assia, Salomé Desbaya, Amine, Colonel Rayel, j'ai dit Organize déjà, qui y a d'autres, et les Worlds Apart, bien évidemment, Billy Crawford, Priscilla Betty. Incroyable. Et je co-anime avec Gwendal Marimoutou, qui est également le directeur artistique du spectacle. C'est ça, un duo assez fusionnel. Hein. Explosif et fusionnel. Bon, alors ça, c'est effectivement Séverine qu'on adore, présentatrice, meneuse de revue, on pourrait quasiment dire comme ça. J'aime bien. Voilà. Et bon, mais il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est le théâtre. Et là, il t'arrive une histoire incroyable. Tu reprends une pièce de Laurent Ruquier qui a cartonné. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, qui se passe dans une clinique esthétique. De chirurgie esthétique. Alors, vous imaginez bien, avec... bon, alors... On ne peut pas dévoiler tous les secrets de la pièce, bien évidemment, mais cette jeune fille, donc Claudine, arrive pour un poste de secrétaire, puisqu'elle vient en intérim. Et elle cache des secrets et elle va découvrir la vie dans cette clinique de chirurgie esthétique. Et vous imaginez que les clientes sont à la hauteur de, oui, c'est ça. de tout ce qu'on peut prévoir en tant que en matière de chirurgie esthétique. C'est la seule qui n'a besoin de rien faire. Il paraît. Alors attention. Il paraît qu'elle n'a rien à faire. Elle est parfaite. Qu'elle n'a pas besoin d'être refaite. C'est d'ailleurs une des répliques. Bon, elle tombe amoureuse, on peut le dire, et il y a un tas de rebondissements qui se. Plein de rebondissements. Avec Laurent Petit-Guillaume. Alors je suis très contente de trouver, enfin je connais évidemment Laurent depuis 25 ans et on avait très envie d'avoir un projet commun ensemble et enfin de le retrouver sur les planches, c'est un vrai bonheur et je suis très contente. Et Geneviève Gilles, Claire Conti, enfin voilà, c'est une distribution absolument incroyable et on sera dans toute la France à partir du 7 octobre. Depuis que tu es toute petite, et c'est un peu l'objet aussi de cette interview, on est dans une émission immobilière, tu rêves de faire du théâtre. C'est une de tes passions. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus te passer de théâtre. C'est mon premier amour. Ouais. J'ai commencé par le théâtre, j'ai intégré la troupe Talipo, alors qui est une troupe réunionnaise puisque je suis originaire de l'île de la Réunion. Et j'ai intégré la troupe Talipo à l'âge de 8 ans. Ah oui, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'ai commencé par le théâtre et il se trouve qu'entre-temps il s'est passé plein de choses, notamment la télévision qui m'a pris beaucoup de temps. Et quand on m'a appelée en 2005 pour les monologues du vagin, c'était une pièce que je rêvais de faire et ça a été un vrai cadeau du ciel. Et du coup, à partir de ce moment-là, je n'ai plus quitté les plans. J'ai eu cette grande chance, donc merci aussi à la vie de m'avoir offert tous ces beaux rôles. Qui est toujours présent. Quand tu es là, j'ai beaucoup de chance. J'ai un public super fidèle, respectueux et qui est toujours là. Et pour tout ça, c'est ce que je dis souvent, sans eux, on ne serait pas là. Donc c'est vraiment, c'est un vrai échange depuis des années et je crois qu'on a essayé de garder toujours le lien, le contact. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile maintenant. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est le théâtre aujourd'hui, alors je disais il y a encore quelques années, on me demandait pourquoi je me dispersais. Je ne me disperse pas, j'aime faire ce que j'aime, voilà. Et donc c'est vrai que du fait de faire tout ça, ça perturbait certaines personnes. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas envie de choisir. J'avais envie de chanter quand j'avais envie de chanter. Je continue d'ailleurs, et je viens de sortir un single qui s'appelle À la vie, qui est sur toutes les plateformes. Chanteuse, j'avais oublié, chanteuse également. Voilà. Et c'est vrai que... Alors je disais oui, tant qu'on ne me demande pas de choisir, je ne choisirai pas. Et aujourd'hui, ma petite voix me dit, si jamais à un moment on te mettait devant le fait accompli que tu devais choisir, eh bien sans aucune hésitation, je ne pourrais plus me passer des planches. On le disait tout à l'heure, tu es née à Montpellier, mais tu as vécu toute ton enfance à La Réunion. Mon adolescence et mon enfance. Oui. Quels sont les souvenirs que tu as de la maison d'enfance ou du lieu d'habitation de l'enfance à La Réunion? Tellement. Petit immeuble sur 3 étages, rue Juliette Daudieu à Saint-Denis, donc la capitale de La Réunion. Un logement très modeste, 2 pièces. Mes parents étaient très modestes et il y avait la chambre de mon frère et moi et la chambre des parents en face. Donc les parents et 2 enfants. Voilà, petit appartement, mais je me souviens de grandes joies, de grands bonheurs. On n'avait pas besoin de plus. Ils gagnaient leur vie comme ils pouvaient. Papa... père au foyer, ce qui était assez inédit à l'époque. Maman travaillait en tant que coiffeuse et puis papa... Et puis juste en face, l'appartement de la grand-mère.
Ah oui. Donc voilà, de Mamie Juliette. Oui. C'était. Est-ce que c'est pas une particularité, effectivement, à La Réunion? Oui, on est très famille. Très famille. Oui. La famille est extrêmement importante dans nos vies. Et encore aujourd'hui, la famille, pour moi, est primordiale. Alors, quand on habite et qu'on a vécu toute son enfance à La Réunion et qu'on débarque plus tard en métropole, ça doit faire un choc. C'est quoi la différence quand tu as... on verra tout à l'heure quel a été ton premier appart toute seule. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mes parents sont partis pour nous. Pour mon frère et moi, parce qu'ils avaient très vite compris que c'était une réelle vocation qu'on avait de faire ce métier artistique. Alors mon frère était comédien et puis très vite il a arrêté, il n'était pas aussi persévérant que moi. Et en fait, alors pourquoi nous avons quitté La Réunion? C'est non seulement pour que les parents ont quitté La Réunion pour que les enfants puissent s'épanouir dans ce qu'ils avaient choisi. Ça. Ah oui. Donc ça a été pas possible à La Réunion. Énorme... Non, parce qu'on avait vite fait le tour en fait. Et moi, je voulais... Tu as été mini-miss. Oui, j'ai été déjà une ministre star Réunion à l'âge de 80 en 1984. Ouais. Et du coup, oui, j'étais mini-miss Réunion. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des émissions de télé. J'ai été chorégraphe d'un groupe qui s'appelait le Baby Show. J'ai eu plein de vies, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais aussi envie d'apprendre, de prendre des cours de théâtre, de faire des films, de participer aux fictions, de faire du théâtre. Il y a une vraie vocation. Ouais. Ah, c'était dès l'âge de 3 ans, c'était, il paraît, enfin, quand ma mère me raconte, c'était ça. Il y avait le petit écran et je disais, je vais être là-dedans. Voilà, je parlais à peine, mais je voulais être là-dedans. Oui, donc ça a été une vraie vocation et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont très vite compris que c'était pas qu'un caprice de môme et qui ont tout fait pour venir. Et ça se passe à quel âge, du coup, ça? Alors, le déménagement de La Réunion à la métropole. À 11 ans, on commence à y penser et à 13 ans, on s'en va. Ouais. Un producteur donc métropolitain vient à La Réunion, fait un énorme casting pour découvrir des talents, pour les faire venir donc en métropole. Il se trouve que je suis la seule à être choisie. Non. Entre-temps, ce producteur fait faillite, donc je me retrouve à ne plus venir. Entre-temps, Patrick Sabatier m'invite à Tous à la Une, et là, je découvre Paris, je me dis, mais ma vie, elle est ici. Oui. Et entre-temps, arrive un autre... en téléspectatrice? En tant qu'invité avec le groupe. Ah ouais, c'est-à-dire que ce sont des filles du groupe qui avaient écrit pour qu'on puisse partir à Paris, etc. Enfin, c'est une histoire. Ah oui, c'est un truc... Et j'ai fait ma première scène, d'ailleurs, la première émission, c'était avec Claude MC Solar, c'était drôle. Ah ouais. Et il se trouve que quelques temps avant, un autre producteur était venu et avait entendu parler de moi et m'a dit, mais moi, je te fais venir à Paris et je te prends sous ma houlette et je te développe en tant qu'artiste. Sauf que quand on arrive, donc on quitte tout. On vend tout. Moi, j'arrive avec mes poupées Barbie que je laisse chez des copines, etc., pour pouvoir les récupérer après. Et j'arrive avec ma poupée, Karina, qui était haute comme moi, comme 3 pommes que j'avais eues à un Noël, précisément. Ouais. Et on arrive, et là, Karina fait le tour pendant X temps, parce que le producteur n'est jamais venu nous chercher à l'aéroport. Ah oui, quand même. Et là, c'était l'époque des Radiocom 2000, on n'arrivait pas à joindre les gens, etc. Donc mes parents me protègent et me disent, tu sais, le producteur, en ce moment, il est en tournée, il va peut-être pas pouvoir venir nous chercher, etc. Donc on atterrit chez mon oncle. Donc une déception, là, tu te dis... Un cauchemar, je me dis, en fait, là, tout est en train de capoter. Et c'est là que, du coup, donc, les premiers temps compliqués, on part en province. Et donc là, les parents quittent tout, vendent tout pour ta sauf vocation. Que quand on arrive, il n'y a personne. Ah oui. Donc c'est un peu le drame, mais ils ne nous le disent pas. Enfin, en tout cas, ils ne nous le montrent pas, Didier à moi, mon frère à moi. Et au final, eh bien, il faut quand même s'occuper de cette famille. Donc après moult et moult appels, on finit par le joindre. Et là, il nous laisse son appartement. C'était à Boulogne. Rue Blondeau, dans un 17 mètres carrés. Et le premier Noël et le premier hiver qu'on passe, on est tous malades à crever sur des matelas de fortune par terre dans un 17 mètres carrés. Non, sérieux. À 41 degrés de fièvre, tous grippés. Bon. Si bien que je finis par... Bon début, hein, c'est vrai. Ah non, mais là, au moins, là, on rentre dans le vif du sujet, tu vois. Et ensuite, donc, on se dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne pouvais pas étudier là, donc je décide de partir chez ma correspondante dans le 13e. Je me retrouve dans le quartier chinois que j'ai adoré, dans le 13e pendant quelques mois. Mais t'as quel âge là ? Là, j'ai 13 ans. D'accord. Donc je quitte mes parents. Je pars chez ma correspondante. C'est un cauchemar parce qu'elle me fait vivre un cauchemar. Bref, un matin, avec ma copine Paola, on prend un sac à dos à 6h du mat et on repart chez les parents. Et là, on trouve un appart qu'on nous sous-loue. Enfin bon. Voilà. Donc finalement, après des débuts difficiles, ça se stabilise. Voilà. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est que je commence
à faire des castings. Je suis choisie donc pour tourner dans Classe Mannequin. Et avec mes premiers cachets, j'en ai marre de ne pas avoir d'appartement à nous. Donc on se retrouve dans ce petit 2 pièces qu'on nous sous-loue, mais à tout moment, on nous dit qu'on peut partir. Et voilà. Vous faire virer, sacrée pression quand même sur mes épaules, parce que j'avais... c'était toi le chef de famille, d'une certaine manière, parce presque. que, en fait, moi, je leur disais, si vous voulez qu'on reparte, on repart. Ils me disaient, non, tu dois faire ce que tu as à faire ici. Tu as des choses à faire et tu dois le faire. Donc, à aucun moment, j'ai pu baisser, moi, t'avais une pression sur les épaules. J'avais une pression, mais que je ne ressentais pas. On le vivait très bien, mais je n'avais pas le droit à l'erreur. Et puis surtout, je ne voulais pas décevoir mes parents. Je ne voulais pas qu'ils y retournent, parce que ça aurait été un échec terrible. Et à un moment, avec mes premiers cachets de Classe Mannequin, j'ai bloqué, je suis allée voir un agent immobilier qui a été très compréhensif et qui m'a dit « mais on pourrait peut-être faire une caution bancaire ». Et mes premiers cachets, je les ai bloqués et on a pu avoir notre premier appartement tous ensemble et être enfin serein. Voilà, ça a été notre premier épisode. Des débuts chaotiques, mais finalement qui se terminent bien. Alors après, j'imagine, la vie passe, Classe Mannequin, etc. Et alors, Fan 2, ça arrive assez vite. Ton premier appartement dans la foulée, comment ça marche? Non, ça prend quelques années, puisque j'ai tourné, je ne sais plus, en 93, Classe Mannequin. Et mon premier appartement, je l'ai pris à 18 ans. Ouais, donc 5 ans plus tard quand même. 5 ans plus tard, donc je gagnais correctement ma vie et du coup j'ai pu acheter cet appart. Tu l'as acheté à 18 ans? Je l'ai acheté à 18 ans, wow. Mais je savais qu'à 18 ans je m'achèterais mon appart. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait d'avoir vécu toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant qu'on n'avait pas un toit fixe, je crois qu'indirectement, pour moi, il était important que j'achète. C'était la caution d'avoir, quoi qu'il arrive, même si mes parents se retrouvent à la rue ou quoi, de remettre tout le monde dans la maison. Et là, j'ai trouvé un appartement absolument génial. Alors, c'était où? Pas loin des Batignolles, donc à la limite de Guy Môquet et des Batignolles. Et c'était un petit triplex. Qui était tout petit, il faisait 70 mètres carrés, mais sur 3 étages. Wow. Et il avait été designé par l'architecte de Kenzo, par ce styliste Kenzo. Comment c'est possible, ça? C'était un appartement. Tu as dû tomber amoureuse de l'appartement? Je suis rentrée, en fait, si tu veux. Donc, donc c'était dans une arrière-cour, dans un quartier qui n'était pas top. Bon, ça, c'était un peu plus lourdingue quand je rentrais tard le soir, mais bon. Mais je suis rentrée et le premier truc que j'ai vu, c'était cet évier en pierre qui était sublissime. Et il y avait une cheminée, évidemment, pour moi, c'était le rêve d'avoir une cheminée. Tu avais une baignoire cloche, c'est tout ce que j'aimais. Et puis en plus, j'avais des stores qui étaient sculptés avec des fleurs, très japonisants. Wow. Quand on rentrait, alors c'était ma bonbonnière à moi, et quand j'ai fait des fêtes de dingue, c'est ça que je veux savoir. C'était super. Et c'était génial parce que tout le monde me disait, mais c'est un petit paradis dans Paris. Donc évidemment, forcément, quand tu commences à tomber enceinte et que il y a un peu incompatible avec... Donc ça arrive à ce moment-là? Oui, je quitte cet appartement, je quitte cette petite maison qui était très mignonne, une petite maison de poupée que j'aimais beaucoup. Et finalement, je me dis, il faut passer à autre chose. Déjà, il faut un peu plus grand parce qu'avec un enfant, c'est pas drôle. D'accord. Surtout un plein pied, tant qu'à faire. C'est ça. Donc, je quitte ce quartier et je me retrouve, je m'embourgeoise. Voilà. Je me retrouve finalement dans le quartier du Trocadéro que j'adore. Voilà, c'est ça. Et appartement très simple, haussmannien. Là, c'est à 2, c'est l'appart à 2. Là, là, c'est l'appart à 3. Presque à 3, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, on est très heureux, tout se passe bien. Et puis à un moment, forcément, tu te dis... c'est bien, mais quand tu vas au bac à sable... Avant que tu continues, donc le triplex, tu fais quoi professionnellement pendant que tu es dans le triplex? Alors le triplex, c'est toute l'époque Fan 2. Toute l'époque Fan 2? Oui, une bonne partie de Fan 2, ouais. Et alors là, tu tombes amoureuse? Là, je tombe amoureuse. Entre-temps, je fais une escale vers la Villa Moussaïa dans le 19e. J'aime pas du tout. D'accord. Et puis ensuite, voilà. Et puis, je rencontre mon chéri d'amour. Et puis, on décide de fonder une famille. Et là, on se dit, on peut plus... à un moment, il faut bouger, quoi. Et là le théâtre compte la chanson, ça commence à ce moment-là aussi un petit peu? Alors non, j'ai la chanson, l'Eurovision, parce que j'ai représenté aussi Monaco à l'Eurovision. Non, c'est plus le Trocadéro, là. Oui, c'est ça, c'est quand tu arrives au Trocadéro. Oui. Bon, alors là, effectivement,
j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de tes passions. On voit, aujourd'hui, tu habites dans l'Ouest parisien, dans une maison, etc. Une petite maison, voilà. Moi, je suis toujours en petit, moi. Ça me va très bien. C'est ça, avec donc... les trois enfants. Trois fils. Oui, mes 3 garçons. Et ben voilà, ça c'est une vie... Ma petite tribu. La petite tribu. Moi j'aimerais qu'on s'attarde juste un tout petit peu dans cette interview sur un sujet, moi, quand j'ai préparé l'interview avec toi, tu es à la tête, tu es à l'origine d'une association, une réunion de personnes qui défend la voix des femmes. Tu le disais dans l'interview en première partie, les monologues du vagin, et c'est une cause qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? La voix des femmes, alors VOIE, hein, évidemment, qui est un spectacle. La destinée qu'on prend toute malgré nous, et la voix qu'on ose prendre pour certaines pour la première fois. En fait, du fait d'avoir fait les monologues du vagin pendant 10 ans, j'ai été évidemment confrontée à tout ça. Et c'est vrai que c'était une mission pour nous de faire perdurer la voix de ces femmes qui avaient témoigné au travers de ce spectacle. Mais aussi, ce qui était très enrichissant, c'était les échanges qu'on pouvait avoir avec les hommes et les femmes après chaque représentation. C'est ça. Et quand les monologues se sont arrêtés, ça nous manquait. On se sentait amputé de quelque chose, de cette mission qui était importante pour nous. Et j'avais déjà cette idée en tête. Ça faisait 5 ans que je voulais le faire. Et l'élément, vraiment le déclencheur qui a tout provoqué et qui a précipité les choses, c'est le confinement. Car pendant le confinement, on a reçu énormément, via les réseaux sociaux, des messages de femmes qui nous demandaient de l'aide. Alors quand je dis nous, je parle au nom de toutes ces femmes connues, moins connues, mais en tout cas toutes respectées dans leur secteur d'activité. Parce que, alors ça n'est pas un collectif, ce sont des femmes que j'ai réunies autour de la libération de la parole des femmes, qui ont témoigné, qui ont raconté pour la première fois leur histoire, mais leur véritable histoire. Ce ne sont que des histoires vraies. Alors, ce qui est incroyable rien n'est inventé. Ce qui est incroyable dans ce spectacle, c'est que vous êtes une bande de filles, on peut le dire, c'est quand même une bande de femmes. 5 femmes sur scène. Voilà, et vous lisez des textes de situations qui se sont réellement passées, mais ce n'est pas forcément la situation... Alors certaines, comme Enora Malagré par exemple, Nathalie Marquet-Pernot, ce sont des femmes qui ont parlé de leurs problématiques, de ce qu'elles ont vécu dans la presse, donc elles l'assument totalement. Mais encore beaucoup de femmes qui participent à ce projet, qui au travers de ce spectacle ont osé témoigner, mais ne sont pas encore prêtes et encore beaucoup trop fragiles pour assumer leur texte. Si bien que par pudeur, et justement parce qu'on n'est pas du tout dans le buzz, on ne veut pas faire du buzz, on veut juste partager nos expériences pour que ça n'arrive plus aux générations futures. C'est uniquement notre but. C'est une façon très élégante de défendre la cause féminine. Mais c'est très fort et très puissant. Pourquoi ? Parce que justement, du fait, alors on fait aussi beaucoup d'universitaires, on fait beaucoup on s'adresse aux jeunes, aux classes, etc., de scolaires, je cherchais le mot. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on a un vrai retour. C'est très fort parce que ce ne sont que des histoires vraies. On sait pertinemment que dans ces 5 comédiennes qui sont sur scène, il y a forcément leur histoire. C'est ça. Mais on ne sait pas à qui appartient l'histoire. Très élégant. Et on se prête nos histoires, et ce qui est encore plus fort, parce que quand on entend son histoire venant de quelqu'un d'autre, ça donne une toute autre dimension, et c'est très puissant. Et alors j'insiste sur le fait que toutes ces femmes qui ont témoigné, qui ont écrit des textes, offrent leurs droits d'auteur à des associations qui œuvrent pour les femmes. C'est génial. Séverine, franchement, un parcours incroyable. En fait, on t'écouterait pendant des heures. Je ne sais pas, je crois que c'est normal. Oui, mais bon, voilà. Alors, on le rappelle, la tournée des années 2000, I Got a Feeling, avec que des artistes incroyables, Alizé, Worlds Apart, Billy Crawford, Nadia. Et à partir du 19 septembre, j'en oublie, Organize, Asia, Salomé de Bahia, on va s'amuser. Ah, mais on ne va que s'amuser. C'est bien le spectacle du lâcher-prise. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient là, on sait qu'on va passer une soirée de folie, on met tous nos soucis, justement, à la porte, et on est là que pour s'éclater. On chante, on danse et on crie. Voilà. La pièce de théâtre de Laurent Ruquier. À partir du 7 octobre, partout en France. À refaire, voilà, exactement. je crois que si c'était à refaire, tu referais...
tout pareil. Tout pareil, hein, on est d'accord. Ah, exactement, je ne changerai rien. Et puis la Voix des femmes. Le 25 novembre, on a pas mal de dates dans toute la France, mais le 25 novembre à Beaumont-sur-Oise. Et alors je suis très heureuse parce que c'est un lieu que j'adore. Nous allons jouer au Palace, qui est ce merveilleux cinéma-théâtre où se tournait la dernière séance avec Eddie Mitchell. Donc ça va être une belle soirée lors de la journée de lutte internationale des luttes. Alors, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est dans le bon ordre, là. Voilà. Tu l'as eu. Merci Séverine pour ce moment incroyable. Bon, merci on a hâte de te retrouver pour la tournée des années 2000. Je compte sur vous. Ah bah oui, puis on va venir habiller. Tout le team, prêt. I got a feeling, I got it. Merci encore et merci à très très vite Séverine.